Bonjour à tous. Alors, nous continuons la lecture du volume 3 de Lumière commune consacré aux sciences et au matérialisme dialectique. Euh, on a fait une première émission sur les mathématiques. Aujourd'hui, on va aborder la question de la dialectique de la nature qui va se reposer en fait sur l'ensemble du livre, hein, de ce volume en tout cas, puisqu'aujourd'hui on va plutôt l'aborder, la dialectique de la nature, dans la question cosmophysique. Dans une autre émission, on parlera tout simplement de la chimie, merci Georges de le montrer à l'écran, et après on parlera aussi de la dialectique de la nature dans la question de la biologie. Donc là on va plutôt rester dans le domaine de la physique. Physiste, ça veut dire nature, mais effectivement, la biologie, c'est la science de la vie, fait aussi évidemment partie de la nature. Et toutes ces réflexions nous amèneront jusqu'au tome 4, où on verra l'émergence de l'histoire, puisqu'on en parle avec Georges. Le livre a été aussi conçu un peu sur la méthode dont on a déjà parlé, de la classification des sciences, de l'ordre dans lequel elles s'imbriquent et elles arrivent dans le propos. Donc voilà, première émission première session sur la dialectique de nature à partir de l'approche cosmologique, physique, ou aussi de la physique des particules. Est-ce que peut-être, Georges, tu pourrais énoncer, disons, un plan de travail, disons, qui va nous occuper là, dans cette heure-ci? Bien volontiers. Alors d'abord, bonjour à Émeric et bonjour à vous tous et à vous toutes. Oui, alors ce chapitre est ordonné sur les questions suivantes. La première question, c'est celle de ce que nous avions déjà évoqué la fois précédente, c'est-à-dire le fusionnement tendanciel de la physique des particules et de la cosmologie et les effets philosophiques qui sont les siens. Puisque nous ne partons pas seulement, enfin même si ça existe aussi, d'une logique abstraite, nous partons aussi du développement des sciences et aussi, à travers les sciences, de ce que cela révèle sur l'ordonnancement de l'être lui-même. Le deuxième point, c'est ce que j'appellerais la dialectique du structurel et de l'historique. Car ce fusionnement des sciences physiques, enfin dans leur intimité, la science de l'infime, la science des particules et la science du tout, la science cosmologique ou cosmogonique, a aussi des effets sur le rapport au sein même de la conception du monde et de la conception de la physique, qui est évidemment une science universelle puisqu'elle porte sur la nature, donc sur l'ensemble. Eh bien, il y a ici des effets sur cette question de l'historique et du structurel, si l'on peut dire. Ensuite, il y a un point sur lequel j'aimerais approfondir un petit peu les choses, c'est la question de ce que j'appellerais le dépassement dialectique du dualisme. Bien souvent, on s'aperçoit qu'en physique, eh bien, les physiciens sont tentés de déraper vers l'idéalisme. C'est une vieille affaire, ça date du début du XXe siècle, parce qu'ils sont encore dans une logique métaphysique qui oppose les choses entre elles au lieu de les fluidifier, de les relier et de les dialectiser. Et donc, j'aimerais aussi qu'on parle de ce dépassement du dualisme, qui n'est pas simplement un dépassement que je propose en faisant des jongleries ou de l'escamotage dialectique, mais en essayant de m'appuyer sur ce que je découvre dans les recherches physiques. Et enfin, bon, bien sûr, il faut aborder une question qui est plus gnoséologique, c'est-à-dire en rapport avec la théorie de la connaissance quantologique, et qui est la question de savoir si oui ou non la physique en particulier des particules, est capable de nous révéler quelque chose sur l'être, ou si au contraire il faut tomber dans ce qu'on appelle l'indéterminisme et dans un certain irrationalisme qui est souvent attaché à l'exposé, non pas à la science elle-même, mais à l'exposé qu'on en donne vulgairement, où on représente toujours la physique quantique et notamment la physique des particules comme quelque chose de totalement mystérieux et ne montrant qu'une chose, c'est qu'on ne comprend rien à ce que l'on est en train de dire. Il y a la fameuse phrase qui dit « si vous comprenez la physique quantique, c'est justement que vous ne la comprenez pas ». Bon, donc il faut arriver à dépasser ça parce que, évidemment, le but, c'est toujours les lumières communes. Le but, c'est toujours de montrer que à condition de complexifier la raison, à condition de dialectiser la raison, et donc de ne pas avoir de la raison une approche plate, une approche mécanique au sens classique du terme, eh bien, on peut effectivement comprendre le monde, que le monde est intelligible, et donc qu'on a prise sur lui.
voilà, nous sommes des matérialistes et nous voulons agir sur le monde et pour cela, nous devons le comprendre. Si nous commençons par dire qu'il est complètement opaque, évidemment, nous fermons toute porte, toute voie vers une action rationnelle. Oui, d'ailleurs, j'ajoute, ceux qui ne sont pas forcément férus de physique. Allez, attendez, je ramène jusqu'au bout, justement, les conséquences philosophiques, si c'est plus cette approche qui vous passionne, ces conséquences philosophiques ont été énormes sur le débat. Il y a une sorte de retour de l'irrationalisme à la faveur de certaines théories issues des découvertes de la physique quantique. Et justement, il s'agit effectivement de les réfuter, puisque ça a été, au XXe siècle, ça a été la source d'un irrationalisme tout à fait offensif. Donc, alors peut-être oui, on a déjà parlé un petit peu de cette fusion de la physique de l'infime et de la cosmologie, mais je pense qu'il faut revenir, effectivement, faut peut-être préciser comment ça se présente dans la science actuelle. Oui. Alors, bon, ici, je ne fais que suivre notamment la piste qui a été ouverte par Gilles Cohen-Tanouji, dont j'avais déjà parlé l'autre fois, qui est un physicien des particules et qui a travaillé les choses dans un esprit marxiste, d'ailleurs, avec Lucien Sèvres, je pense, à cette époque, dans notamment son livre qui m'a beaucoup servi, qui s'appelle La matière, espace-temps. Rien que le titre lui-même indique une piste de matérialisme dialectique, la matière, trait d'union, espace, trait d'union, temps. Et donc, Cohen-Tanouji fait remarquer que la physique des particules a besoin, pour pouvoir se développer, elle a besoin aussi pour pouvoir tester ses théories, du passage par la cosmologie et par la cosmogonie. Ne serait-ce que parce que, bon, je prends l'aspect le plus trivial, pour pouvoir tester certaines de ces conceptions, il lui faut se porter à des niveaux d'énergie que nous ne pouvons pas ou que nous ne pouvons pas encore produire sur Terre, et donc nous approcher des phases où ces hautes énergies ont bel et bien été produites, c'est-à-dire par exemple à l'approche du Big Bang, des moments où effectivement l'univers était d'une température inimaginable. Voilà. Et inversement, la cosmologie a besoin de la physique des particules. Elle a besoin de la physique de l'infime parce qu'il faut bien s'imaginer que la cosmologie moderne a commencé avec notamment les travaux de Georges Lemaître, dont nous avions parlé l'autre fois, un cosmologiste belge, qui a écrit cosmologie moderne en quelque sorte, à travers l'idée de la décomposition de ce qu'il appelait l'atome primitif. L'atome primitif se décompose. L'idée de le mettre, c'est tout simplement bien la radioactivité, c'est-à-dire qu'à travers les modèles de son époque, eh bien, il essaye de concevoir la décomposition d'un atome qui est l'univers lui-même. Et cette décomposition va l'amener à penser l'expansion de l'univers en particulier. On dit souvent que c'est Hubble, hein, le grand astronome américain qui est le père de la théorie de l'expansion de l'univers. Bien sûr, il a beaucoup apporté à tout cela parce que c'est lui qui a observé ce qu'on appelle le décalage vers le rouge des galaxies et donc qui a attesté cette expansion. Mais le concept, l'idée, la théorie, c'est plutôt le maître. Et effectivement, donc, le maître, ici, quand il parle de cette expansion de l'univers en tant que décomposition de l'atome primitif, nous renvoie bien à quelque chose qui relève de la physique de l'infime. Parce que l'atome, eh bien, voilà, c'est pas la peine de faire un dessin, ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc un atome qui, en plus, se décompose, ce qui, évidemment, est dialectique, puisque l'atome, le mot atome signifie qu'il ne peut pas être divisé. Oui, C'est il porte donc très mal son nom, oui. la division de l'indivisible qui est au départ, en quelque sorte, de tout cela. Et donc ces deux théories ont tendance à fusionner, parce que aussi, tout simplement, les objets dont elles traitent ont eux-mêmes été en quelque sorte fusionnés à l'origine. Alors, il s'agit d'une origine relative, naturellement. Je ne suis pas en train de parler ici de l'origine absolue des temps, mais ils ont été eux-mêmes fusionnés, puisqu'il y a des moments où, dans la vie de l'univers, l'infime et l'universel ne font qu'un. Si on remonte vers l'arrière, enfin, si on régresse dans l'ordre des temps, on s'aperçoit que ce film de l'univers passé à l'envers nous conduit effectivement à un moment où l'atomique, si l'on peut dire, hein, pour parler en termes très généraux, et le cosmologique sont fusionnés. Alors, la fusion de la physique des particules et de la cosmologie a donc une base ontologique, c'est-à-dire que c'est dans le réel même que ces deux termes sont en quelque sorte fusionnés. Et si l'on va donc suffisamment loin, on va s'apercevoir qu'en effet, il va falloir connaître l'histoire de l'univers
pour pouvoir mieux comprendre la physique de l'infime, puisque l'on peut supposer qu'à certains ordres de température, d'énergie, etc., eh bien, par exemple, les principales interactions de la physique, l'interaction forte, l'interaction faible, l'interaction électromagnétique et la gravitation, sont fusionnées elles-mêmes, et que c'est dans certaines conditions historiques, si l'on peut dire, du développement de l'univers, qu'elles vont se scinder, que tel type de particules, puis de noyaux d'atomes, puis d'atomes, puis etc., de molécules et ainsi de suite, vont apparaître avec des niveaux de complexification de plus en plus élevés. Et par conséquent, l'histoire de l'univers fait quelque chose à la structure de la physique, si l'on peut dire. De la même manière qu'en sens inverse, je justifie aussi mon plan en disant cela et j'annonce pourquoi on pourra passer au deuxième point, c'est-à-dire l'historique et le structural. Et donc, pourquoi, effectivement, en sens inverse, eh bien, l'histoire de l'univers et donc la cosmogonie, hein, cosmogonie, ça veut dire le devenir de l'univers, a besoin lui-même de comprendre comment la logique des particules, la logique de la physique, notamment le jeu des forces physiques d'attraction et de répulsion, va pouvoir effectivement expliquer le passage à l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tout ça ayant, alors c'est un peu compliqué bien entendu, mais une séance permettant, disons, de consolider la séance précédente, eh bien je le fais tout de même, tout cela permettant effectivement de montrer que le rapport de la philosophie et des sciences en est bouleversé lui-même, en est bouleversé dans un sens qu'avait prédit Engels, parce qu'Engels lui-même, en étudiant tout simplement la logique du matérialisme, le matérialisme de la logique et la logique du matérialisme, avait envisagé ce genre de choses en quelque sorte en pointillé. Mais là, on a véritablement donc la possibilité que le rapport entre philosophie et science soit bouleversé, parce que s'il existe un moment où la matière elle-même, en quelque sorte, je fais image, hein, donc tient sur une tête d'épingle, en quelque sorte, hein, donc l'atome primitif et ainsi de suite, nous avons bel et bien un moment où l'universel et l'élémentaire coïncident. Ne serait-ce que tendanciellement, j'emploie toujours le mot tendanciellement, hein, en projection, en asymptote, etc. Bon, mais ça suffit, c'est suffisant pour que, en gros, à ce moment-là, le concept de matière ne soit pas simplement un concept logico-formel, mais qu'il soit aussi un concept empirico-matériel, au moins en droit. Je ne dis pas qu'on peut l'attraper dans la main, là, comme ça, le tenir, le regarder, etc., bien évidemment. Mais donc, du même coup, ça veut dire que la physique et la philosophie peuvent tendanciellement converger. Je ne dis pas coïncider, mais converger. Et donc, que la philosophie peut s'emplir d'un contenu tendanciellement empirique, comme en sens inverse, la science, et on le voit aujourd'hui pas. Si on s'intéresse à la science, encore une fois, je me tourne vers les philosophes et je leur dis, lisez des revues scientifiques, imprégnez-vous-en, imbibez-vous de cette lecture, et vous allez voir combien, non pas la philosophie, puisque la plupart du temps les savants ne le savent pas et le dénient eux-mêmes quelque part, hein, mais le philosophique affleure par tous les pores de la peau, en quelque sorte, de la physique, de la cosmologie, et ainsi de suite. Sinon, on est éberlué, et lorsque une présentatrice d'émission radio se rend chez un grand scientifique, eh bien, elle tombe de la chaise toutes les 5 minutes parce que voilà, elle découvre qu'il y avait de la philosophie sous sa fenêtre en quelque sorte et que bon, voilà, le philosophique Pourtant, actuellement n'est elle pas anime forcément. une émission de philosophie sur France Culture presque tous les jours, hein, donc, pour ne pas la nommer. Je la nomme par périphrase. Bon, et bien voilà, mais cet étonnement est lui-même un bon signe parce que précisément, on sait bien que c'est à l'origine, l'étonnement est l'origine de la philosophie. C'est Aristote qui, enfin, le bon étonnement, hein, le bon étonnement, parce qu'il y a aussi l'étonnement des sots dont parle Spinoza dans l'appendice au livre premier de l'éthique. Donc voilà. Alors c'est cela donc qui me paraît ici intéressant. Il faut d'abord acter cette convergence en quelque sorte de la physique des particules, donc de l'infime, à première vue, et de la cosmologie. D'ailleurs, après, les choses s'inversent d'une certaine façon, parce que la cosmologie devient physique de l'infime, dans ce cas. Et inversement, la physique des particules devient physique du tout. Donc, vous voyez, les choses se fluidifient, on est bel et bien dans la dialectique, l'unité, l'interpénétration, l'échange même des contraires, le passage d'un contraire à l'autre, des choses de ce genre qui sont qui stupéfient le logicien ordinaire, mais qui
laisse le dialecticien quelque peu blasé, si l'on peut dire. Oui, si on remonte simplement à Hegel, il n'y a pas d'histoire de la nature chez Hegel, ce qui est une conséquence des sciences de son temps, même si Kant avait déjà parlé d'une sorte d'histoire du ciel, d'après ce que j'ai compris, donc enfin, c'était dans l'air en même temps. Et cette introduction de l'histoire dans la réflexion scientifique, dans la découverte scientifique, est évidemment une chance pour le dialecticien en termes de vision du monde, hein. Parce que sinon, on avait un petit peu cette tendance à dire, puisqu'on parle de dialectique de la nature, que la dialectique n'arrivait qu'avec l'anthropologie, avec le domaine strictement humain, alors que ben non, puisqu'on a placé tout de suite cette réflexion avec ton livre dès le départ sous l'angle de l'ontologie. Dans le domaine même ontologique, il y a de l'histoire, il y a de la dialectique, il y a de l'évolution. Et c'est vrai que peut-être maintenant, qui peut le nier aujourd'hui, hein. Oui, voilà, la dimension temporelle est flagrante dans toutes les sciences, pas simplement dans la science de l'histoire proprement dite. Et inversement, d'ailleurs, du même coup, si l'on arrive à comprendre qu'il y a de l'histoire partout, on peut comprendre aussi qu'il y a de la structure, qu'il y a de la logique dans l'histoire, en sens inverse, de la raison dans La l'histoire. raison dans l'histoire, hein. Voilà, donc, en réalité, les deux termes s'équilibrent comme on pouvait s'y attendre d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, comment l'histoire pourrait-elle, comme ça, surgir brutalement au moment où l'homme apparaît? C'est un peu la même chose que si l'on disait que le temps apparaît brutalement à un certain moment. Bon, la question se poserait encore de savoir ce qu'il y avait avant. Et donc, on voit bien qu'on ferait apparaître le temps avant même que le temps n'arrive. C'est une vieille objection que l'on adressait déjà, que les Même s'il n'y matérialistes a plus de adressaient raison pure, en déjà. fait. Oui. Voilà, et puis qu'ils adressaient tout simplement au concept créationniste, et notamment qui forçait Saint-Augustin à pas mal de pirouettes dans les confessions. Ouais. Et à donner des solutions Il d'ailleurs dit, assez je ne sais plus ce que c'est que le temps. Voilà, c'est ça. Bon. Et puis, bon, à chercher ce qu'il y avait avant la création, et donc avant le temps. Mm. Puisque, évidemment, Dieu n'étant pas temporel, qu'est-ce qu'il y avait avant le temps? Tantôt, tantôt l'éternité, tantôt l'inéternité, comme dit un passage important d'un philosophe écrivant en sanskrit dans l'Inde classique. Exactement. C'est vrai que beaucoup de physiciens ont eu recours à certaines philosophies bouddhistes ou sanskrites. On va en parler après quand on parlera de relation d'incertitude d'Heisenberg et compagnie. Voilà, donc peut-être. Mais alors, justement, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même des limites à la science, notamment paraît-il le mur de Planck. Enfin, il y a quand même des blocages. Enfin, et bon, enfin, ça change rien en même temps à la conception du monde général qui est elle-même dynamique et historique. Et, et en même Oui, temps, même les histoires de murs de Planck sont relatives à l'histoire de l'univers. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que au-delà et en deçà d'un certain seuil, eh bien, disons, les possibilités de connaissance ne sont pas les mêmes, mais ne sont pas les mêmes, pas pour des raisons irrationnelles, pour des raisons rationnelles, parce que l'univers est constitué à tel ou tel moment d'une façon telle que, par exemple, eh bien, les photons, la lumière, donc, apparaît, transparaît ou qu'elle ne transparaît pas. Mais même quand on ne peut pas explorer, qu'on ne sait pas dire ce qu'il y a derrière l'écran, derrière le mur, on sait pourquoi. On sait pourquoi, c'est pour des raisons. Je ne m'étonne pas, bon, si vous voulez, pour faire image, je ne m'étonne pas que si je ne vois pas ce qui est derrière un écran. Bon, parce que ça n'a rien d'agnostique, ça n'a rien de mystérieux. Je sais qu'il y a un écran. Bon, alors après, toute la question est de savoir, si je peux aller au-delà de l'écran, passer de l'autre côté, pas forcément à la manière d'Alice au pays des merveilles, hein, ou si à travers ce que je vois sur l'écran, je peux quelque part deviner ce qu'il y a de l'autre côté de l'écran. Tout simplement en supposant que tous les objets matériels, de par leur histoire, portent des traces de ce que les objets présents portent les traces de ce qu'ils ont été dans le passé. Bref, qu'ils ont une histoire. oui, c'est ça. Parce que si, au nom de, comme tu dis dans ton livre, Sa Majesté l'Observateur, on en a tiré des conclusions irrationnelles. À partir du moment où l'observateur modifie le champ d'expérience, ça fait toujours partie des arguments irrationalistes utilisés en physique pour contrer le. Oui, d'ailleurs, ce qui apparaît souvent à ce niveau-là, c'est
la majuscule, si je dis Sa Majesté l'Observateur, c'est que souvent, lorsqu'on dérape vers la métaphysique, ou vers le mysticisme, ou vers le culte du mystère, et ainsi de suite, c'est un symptôme, les majuscules apparaissent. L'observateur, avec un O majuscule, ou le réel, avec un R majuscule, et ainsi de suite. Là, c'est le symptôme que, ça y est, on se donne le grand frisson, et que l'on fait apparaître des entités. On préfère de l'allemand, donc on préfère de la philosophie. Si on met des majuscules au substantif, oui, c'est ça. Ah oui, alors voilà, mais bon, l'allemand, à ce moment-là, l'allemand lui-même, c'est dialectique, majuscule, si l'on peut dire, du verbe majusculer les choses, mais comme les majuscules sont mises à tous les noms communs, il les banalise du coup. En fait, il les banalise, oui, c'est ça, exactement, bien sûr. Donc c'est très bien, ça les fait tomber de leur piédestal. Oui, alors donc on a ce premier élément qui est donc la dialectique de l'infime et du cosmique, si l'on peut dire. Ça me paraît important à explorer pour les philosophes, parce que ça ouvre, et c'est le deuxième point, à la question de ce que j'ai appelé quelque part le grand récit de l'univers. Bon, si vous voulez en avoir une approche plus directe, vous avez sur mon site, donc georgesgasto.com, un article qui s'intitule « Les grands récits, vraiment, point d'interrogation ». La fin des grands récits vraiment, point d'interrogation, parce que l'un des points... C'est le terme du postmodernisme. Oui. Voilà, le postmodernisme qui veut combattre en réalité sur le plan idéologique l'idée de progrès, et qui est donc anti-progressiste, veut nous expliquer que les Lumières constituaient une sorte de mythologie du progrès, qu'il faut abattre donc cette mythologie, qu'en réalité il n'y a pas de progrès, et donc nous rabat sur l'idée qu'il n'y a pas de grand récit en amalgamant le grand récit scientifique au grand récit religieux. Et comme les grands récits religieux sont discrédités, ça fait tomber aussi, de par la vertu de l'amalgame, les grands récits scientifiques. Or, ce que dessine aujourd'hui la science, les sciences plus exactement physico-cosmiques ou cosmo-physiques, comme je dis, j'emploie l'adjectif cosmo-physique en quelque sorte, eh bien, c'est au contraire qu'il y a un récit, un très grand récit, puisque c'est le grand récit de l'histoire de l'univers qui s'appelle la cosmologie ou la cosmogonie elle-même. Et aujourd'hui, ça ne devrait plus être pour les philosophes quelque chose de si étrange et de si mystérieux, parce que la cosmologie, elle démarre quand même avec le début du XXe siècle. On est un siècle plus tard. Donc, on devrait quand même avoir assimilé la révolution copernicienne de notre époque, et ne pas tomber de l'armoire ou tomber de la chaise quand on parle de ce grand récit. Je ne dis pas qu'il est connu dans les détails, mais je dis qu'il existe, il tente de se constituer, et que même s'il y a des zones d'ombre, eh bien, c'est un peu comme quand on reconstitue l'histoire, il y a bien des moments où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'histoire, il s'est bien passé quelque chose, simplement on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on saura peut-être un jour, ou même si on ne sait peut-être jamais, eh bien, il y a des phases, il y a des zones d'ombre et des zones de lumière. Il ne faut pas nier les zones de lumière parce qu'il subsiste des zones d'ombre, en quelque sorte. Tout ça peut effectivement se reconstituer. Et ce grand récit est celui tout à la fois, une sorte de dialectique, une dialectique des forces d'expansion, des forces d'attraction, on le voit bien, dès les travaux de Lemaître. Il suffit de se référer au livre de Luminé sur le Big Bang. Il a fait un livre très éclairant sur l'origine des théories du Big Bang, et donc sur Lemaître en particulier. On s'aperçoit qu'effectivement, dans ces théories, il y a bien ce jeu des deux forces d'attraction et de répulsion que Hegel déjà lui-même mettait au cœur de son approche de la physique. Alors bon, d'une façon insuffisamment dialectique, et comme tu l'as dit tout à l'heure, sans donner corps aux conceptions d'évolution, donc à l'évolutionnisme cosmologique, si l'on peut dire. Mais ces deux forces, il faut de toute nécessité qu'elles existent. Engels lui-même, dans la dialectique de la nature, disait déjà, pour son époque, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il disait, voilà, à notre époque, on dit que la caractéristique majeure ontologique de la matière, c'est l'attraction. Et Engels disait, on peut prédire tout de même que ça ne peut pas être que l'attraction. Il faut bien qu'il y ait des forces de dispersion, quelque part. Et donc, il dit, c'est comme si on voulait uniquement le pôle plus et qu'on ne voulait pas le pôle moins. Bon, le pôle plus tout seul ne serait pas le pôle plus, par définition. Pour être plus, il faut être dans une tension avec
un moins. Mm. Donc, il disait quelque part, il est prédictible que la physique va rencontrer ce qu'elle nie aujourd'hui, à l'époque qui était encore la sienne, c'est-à-dire la répulsion. Et donc, effectivement, la répulsion, on la voit de façon très sensible aujourd'hui. C'est tout simplement le fait que non seulement l'univers semble être en expansion, est en expansion, que les galaxies, en quelque sorte, se fuient les unes les autres, plus exactement que l'espace se dilate quelque part, mais que, eh bien, apparemment, même cette dilatation s'accélère. Et donc, c'est pour ça qu'on en est à chercher, par exemple, alors est-ce que c'est la bonne piste, l'énergie noire ou l'énergie sombre, hein, qui serait donc répulsive, qui aurait une sorte de gravitation négative. On parlerait comme ça, d'attraction négative, si l'on peut dire. Bon, je trouve que c'est une revanche de la dialectique sur la conception unilatéralement attractive qui était celle de la physique à l'époque de Newton, malgré tous ses mérites. Et donc, à partir de là, on voit bien aussi que cette dialectique se dédouble, parce que d'une part, il y a bien celle d'une dispersion de l'univers, avec évidemment la tentation de penser, parce que la pensée titube quand c'est comme ça et tombe dans l'extrême inverse, que l'univers va vers sa mort thermique, que l'univers va vers le refroidissement absolu, hein, donc on aurait la chaleur la plus infernale au moment du Big Bang, et puis la dispersion, et donc pour finir le zéro thermique de l'univers, donc pour finir comme la température et le mouvement sont liés, le zéro du mouvement, et donc s'il y a le zéro du mouvement, ça équivaut à une mort, à un anéantissement. Effectivement, si les objets n'interagissent plus, c'est pareil que s'ils n'existaient pas, dans un certain sens. Bien, sauf que cette dilatation de l'univers se compense. Alors, est-ce qu'elle se compense totalement? Je n'en sais rien, personne n'en sait rien, mais a des effets de compensation, en tout cas dans le fait que localement, les structures de l'univers, à l'échelle du macrocosme, à l'échelle, disons, des millions d'années-lumière, etc., va donner naissance à des galaxies, à des amas de galaxies, à des choses comme ça. Et puis, dans ce cadre-là, la formation d'étoiles, dans le cadre de cette formation d'étoiles, à la synthèse des éléments chimiques, y compris des éléments chimiques les plus complexes. Hein. Et donc, à partir de là, la possibilité qu'existe eh bien, bon, tout ce qui va se former à partir de là, c'est-à-dire des molécules, des macromolécules, et puis dans des conditions historiques données, dans le cadre de planètes gravitant pas trop près, pas trop loin de leur étoile, eh bien, les conditions d'apparition du vivant, par exemple. Hein. Même, bon, Hubert Reeves montre bien que ça serait tout de même un peu étonnant que nous soyons les seuls dans l'univers. Ici, renversement de la conception qui était celle de Jacques Monod dans les années 70. Jacques Monod, dont le livre anti-marxiste, Le hasard et la nécessité, avait été promu à son de trompe. Hein, la philo, on sait la promouvoir. Tous les médecins de droite avaient le bouquin dans leur cabinet. Voilà, exactement, puisque ça attaquait le marxisme Mm. et qui nous expliquait que la vie était un hasard absolu, que sans doute nous étions seuls dans l'univers et que par conséquent, nous étions les fruits d'une contingence absolue qui évacuait ainsi toute nécessité de l'histoire. Le hasard et la nécessité, c'est surtout le hasard hein, qui, ici, était à l'origine de tout, mais une sorte de hasard absolu. Le marxisme ne nie pas le hasard ni la contingence, mais il les relativise. Bon, on voit bien aujourd'hui que cette conception-là a vraiment du plomb dans l'aile, hein. À la fois la mort thermique de l'univers, parce que des gens comme Prigogine, hein, qui est donc un prix Nobel de chimie, nous indiquent qu'il existe également dans l'univers donc ce qu'on appelle les structures dissipatives, et que dans certaines conditions, lorsque certaines structures sont empêchées d'atteindre l'équilibre, eh bien, il se passe des choses tout à fait étranges et de la production de complexité. Et donc, qu'il y a des gains de complexité, pas simplement une mort thermique de l'univers, mais des gains de complexité dont nous sommes la preuve en ce moment. Nous sommes des êtres pensants, nous sommes en train d'échanger, nous sommes en train de penser la complexité de l'univers. Bon, c'est ça la suprême complexité que nous connaissions aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses supérieures ailleurs dans l'univers. Mais en tout cas, à l'époque où nous avons maintenant la certitude qu'il existe des exoplanètes, qu'il existe sans doute des millions et des millions de planètes, Exoplanètes, ça veut dire des planètes en dehors de notre système solaire. voilà, des planètes extrasolaires, en quelque sorte, qui gravitent autour d'une autre étoile que le Soleil, et que nous savons qu'il y a fatalement dans ces exoplanètes des planètes qui sont à la bonne distance de l'étoile, ni trop chaudes ni trop froides, et où, par exemple, de l'eau liquide peut se former. Bon, il peut y avoir effectivement, donc, au moins théoriquement, une formation de vivants. Et s'il y a formation de vivants,
sur ces planètes, hein, toujours par restriction du champ. Il y aura peut-être aussi des endroits où le vivant aura produit du bon sang. Et, bon, ou peut-être d'autres que nous sont en train en ce moment de se demander s'il n'y a pas de la vie sur cette minuscule petite boule bleue là-bas, à l'autre bout de la galaxie, quelque part. Bref, à partir de là, on est capable effectivement de saisir qu'il y a un grand récit possible de l'univers, donc de restituer sur des bases matérialistes. Il ne s'agit pas d'aller chercher le bon Dieu, ni une providence, ni de penser que quoi que ce soit nous soit promis par le devenir de la matière, mais simplement qu'elle est capable, pas seulement de disperser et de détruire, que le temps, voilà, en gros, c'est une philosophie du temps, que le temps n'est pas seulement capable de détruire, hein, et d'apporter la mort, mais qu'il est aussi capable de construire, qui est aussi à la base de la théorie de l'évolution darwinienne. Dans une certaine mesure, on voit bien qu'effectivement, donc l'évolution des espèces produit de la diversité, de la complexité, etc. Bon, eh bien, après, on en fait ce qu'on peut de ce sens. Mais au moins, on ne part pas de l'idée que l'univers est totalement absurde et qu'il va vers la mort. Parce que si on pense vraiment que c'est ça, bon, l'histoire de l'humanité est vouée d'emblée à l'absurde. Et le fin mot de notre passage sur Terre, c'est la philosophie de l'absurde, qui est très à la mode aujourd'hui, puisque le grand homme de la philosophie française contemporaine, c'est Camus. Hein, mais, Oui, réhabilité par Onfray et compagnie, oui. Le mythe de voilà. Sisyphe et j'en passe, c'est des meilleurs. Et pour Camus en tant qu'écrivain, mais bon, il y a peut-être quand même possibilité de trouver des philosophes francophones, ne serait-ce que ça, qui connaissaient un peu mieux le devenir scientifique de leur époque. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que dans ces récits, je ne sais pas s'il y a une histoire, mais il y a au moins une diégèse, hein, comme on dit, c'est-à-dire puisqu'on oppose à l'intérieur des récits, on oppose la diégèse d'un côté et la mimésis de l'autre. La nature n'est pas simplement l'image de Dieu, elle a sa propre dynamique en fait interne. Elle a sa propre dynamique, bien sûr. D'ailleurs, même dans les philosophies idéalistes les plus avancées, prenons Teilhard de Chardin. Bon, eh bien, Teilhard de Chardin pense qu'il y a un devenir de la nature et que donc elle comporte une complexité croissante. Alors lui, il va peut-être trop dans ce sens-là, si l'on peut dire, quelque part. Parce que, bon, bien sûr, étant jésuite, donc de formation chrétienne, derrière sa conception de la nature, il y a l'idée de la providence, d'une certaine façon. Donc, il force le trait peut-être dans ce sens. Mais n'empêche qu'il voit bel et bien, en tant que paléontologue, en tant que spécialiste de la préhistoire, qu'il y a des gains de complexité dans le devenir de la matière, et spécialement dans le devenir du vivant, jusqu'à l'humain tel que nous le connaissons, et jusqu'à ce qu'il appelle la planétisation de l'humain, puisqu'il a vu venir la mondialisation avant tout le monde, hein, quelque part. Bon, donc on a bel et bien ici une réflexion qui s'opère dans ce sens-là. Bien entendu, il ne faut pas pour autant s'imaginer que ce sens soit providentialiste. Il est précaire. Il est précaire. Il se construit dans une espèce d'affrontement des forces et rien ne garantit le triomphe du sens sur le non-sens. Mais du moins, y a-t-il une dialectique du sens et du non-sens. Et c'est à nous ensuite d'en faire quelque chose dans le devenir de notre espèce. Oui, progrès, ça ne veut pas dire providence. Le sens, ça indique le sens, mais ça ne veut pas dire qu'on y va absolument. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il Ben faut. voilà, absolument. Après, il y a aussi la façon dont l'humain, qui est doté d'une conscience, se sert de cette conscience pour chevaucher le sens, ou pour l'ignorant se retrouver par terre comme un mauvais cavalier de rodéo qui ne sait pas attraper le cheval à la crinière, quelque part. Donc voilà, on est devant cette espèce de... On ne commande au sens qu'en lui obéissant, hein, quelque part. Et alors, si on parle un petit peu de cosmologie, il y a des points qui sont presque des défis aux philosophes rationalistes. C'est tout ce qu'on a découvert récemment. Alors tu en parles un petit peu, ce qu'on appelle la téléportation quantique et la notion de non-localité. Et aussi, tu parles aussi d'énergie noire, de matière noire, tout ce qui est là. Oui, oui. Je voyais des textes de toi sur les trous de verre. Effectivement, ça interroge le philosophe et comment traiter tout ça d'une certaine manière. Comment traiter tout ça? Eh bien, à la fois avec un étonnement, je dirais, enfantin. Je dirais qu'il ne faut pas
bouder son plaisir, sa fascination. Mmh. Ça est tout à fait étrange, tout à fait attirant, et nous montre en première instance que ce n'est pas la peine de sortir de la science et de la raison pour trouver du fascinant. Ce n'est pas la peine d'aller du côté du paranormal, Mmh. de toutes ces choses étranges qu'on nous vend de toutes les façons possibles sur le grand bazar, le grand marché de l'idéologie dominante. C'est bien triste, oui, à côté de ça, oui. Voilà, exactement. En gros, tout simplement, il faut avoir en tête que ce que disait Descartes, quoi, que la nature est plus riche que l'imagination. Et que, bon, par exemple, en mathématiques, on peut parfaitement concevoir et donc même penser comme réalisable en tant que tel, un kilogramme, une figure de 1000 côtés, alors qu'on ne peut pas l'imaginer. Et donc, bon, notre imagination est sans cesse débordée. Donc, ici, c'est une leçon, comment dirais-je, d'humilité, quelque part. La deuxième chose, c'est que pour autant, il ne faut pas ensuite rester bouche bée. C'est toujours pareil. C'est la dialectique du bon et du mauvais étonnement. Il faut d'abord s'étonner. C'est ce que recommande Aristote dans la métaphysique. Et quand il dit que bon, l'humanité, que les hommes désirent naturellement savoir, que donc, au départ, c'est la curiosité, quelque part, très bien, magnifique. C'est par là qu'on tient les enfants à la laine et qu'on les fait progresser quand on est enseignant. Et de notre côté, évidemment, bon, il ne faut pas pour autant rester bouche bée devant cet étonnement et en rester là, parce qu'il n'a de sens que s'il débouche sur la La recherche, contemplation, oui, c'est ça. sur la question et sur la réponse aux questions. Parce que, bon, comme disait Lénine, un homme intelligent peut poser, un imbécile, pardon, peut poser 100 000 fois plus de questions qu'il n'est possible à un homme intelligent de donner de réponses. Hein. Il faut chercher les réponses ensuite. Et effectivement, ces réponses, on va toujours les trouver d'une façon ou d'une autre en dialectisant ce que nous connaissons déjà et en montrant que finalement, c'était plus complexe qu'on avait cru. Et du même coup, on va pouvoir approcher d'une certaine façon, par exemple, les trous noirs, les trous de verre, ce que tu as appelé donc, bon, la téléportation quantique, toutes ces choses-là qui paraissent à première vue complètement irrationnelles, donner du réel une sorte de vision complètement trouée, complètement mystérieuse. D'une manière ou d'une autre, le philosophe ne doit pas être pressé de balancer ses propres solutions, parce que d'abord, ce n'est pas son rôle. Hein, il n'est pas là pour prendre la place de la science expérimentale et des mathématiques, etc. Mais bon, au fond, le philosophe et le philosophe rationaliste, j'aimerais dire que quelque part, il est un peu comme comme le spectateur intelligent d'un spectacle de magie. Vous voyez, vous allez au cirque, et puis vous avez un type qui fait apparaître un petit lapin dans un chapeau, alors qu'il vous a d'abord montré le chapeau, et qu'il a montré que le contenu du chapeau, ben, c'était le vide. Et puis, quand même, il fait abracadabra, il sort un lapin. Bon, et bien là, l'imbécile dit « Ah !» Voilà. Et le malin dit « Il y a un truc. » Voilà. Et il faut bien trouver le truc. Le truc en mathématiques, c'est X. Hein, c'est l'inconnu. Et donc, on se dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et que d'une certaine façon, si le lapin est sorti du chapeau, c'est qu'on a mis le lapin dedans, ou tout au moins les ingrédients du lapin, et qu'avec les conditions données, on doit pouvoir reconstituer la chose. D'une manière ou d'une autre, donc l'inconnu ne sera pas éternellement inconnu. Je pense quand même qu'il y a encore pire que ce que tu décrivais. Tu en as parlé un peu avec cette émission un peu escamotée de France Culture, où c'est la soi-disant philosophe qui ne s'étonne même pas de ce que lui annonce le physicien, qui lui, au contraire, fait de la philosophie. Mais c'est l'absence d'étonnement. C'est-à-dire qu'on n'a même pas cette capacité enfantine qui est nécessaire aux enfants, parce que sinon ils ne progressent pas, déjà de s'étonner et de rester dans son précaré. Hein. Bon. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et donc, en réalité, sur tous ces sujets, eh bien, il va falloir chercher des solutions. Par exemple, la téléportation quantique, c'est un truc très bizarre, effectivement. Quand on tombe dessus, on se dit, mais c'est vrai ce truc-là. Enfin bref, parce que C'est l'expérience d'Alain Aspect. Est-ce que tu pourrais décrire, disons, mettre ça à notre portée, disons, dans le... alors, avant Alain Aspect, c'est assez récent, mais la téléportation quantique, c'est l'idée que quand on a comment dire, jumelé, si l'on peut dire, pour parler en termes simples, jumelé deux particules, qu'on leur a fait subir des transformations analogues, en quelque sorte, et qu'on les sépare l'une de l'autre, et qu'on agit sur l'une d'elles, qui est donc à un point donné, et
eh bien, on obtient les mêmes mesures, ou en tout cas des mesures corrélées sur la deuxième particule qui a été éloignée de la première, et que donc on a l'impression d'obtenir ce qu'on appelle, ce qui est un scandale physique à première vue, une interaction à distance, une interaction immédiate à distance. Or, les lois de la physique semblent l'interdire, puisque la physique relativiste, celle d'Einstein, nous indique qu'il ne peut pas y avoir d'action à distance à vitesse infinie. Les vitesses sont limitées. La vitesse supérieure, la vitesse qu'on ne peut pas dépasser, c'est celle de la lumière. Bon, donc pas d'interaction à distance instantanée, en quelque sorte. Bon, c'est effectivement quelque chose qui est ici très intéressant, très important. Et c'est là qu'on semble voir, par exemple, se heurter les exigences de la physique quantique et de la physique de l'infime, celle qui porte sur les particules notamment, pas seulement, et de la relativité. Eh bien, justement, c'est un défi. À ce moment-là, ça signifie qu'il faut chercher un lien, et si possible, je le dis comme ça, un lien dialectique, entre la physique quantique, qui a ses références, et sa conception de l'espace et du temps, et la physique relativiste qui en impose d'autres, et que nous avons une béance dans la physique contemporaine entre les deux pôles, que sont d'un côté la mécanique quantique, de l'autre la mécanique relativiste, chose dont Einstein était hautement conscient lui-même, puisqu'il est quand même à la fois à l'origine de la relativité, il dit aussi la relativité einsteinienne quelquefois, et de la physique des quantas. C'est quand même Einstein qui a été l'un des premiers à donc établir cette notion de quanta. Mais pour lui, c'était quand même quelque part un scandale de la raison. Parce D'où que, l'expression Dieu ne joue pas au dé, quoi. voilà, quelque part, Einstein, lui, voulait à tout prix, quelque part, faire entrer la physique quantique dans le modèle relativiste qu'il considérait comme plus rationnel, comme plus déterministe, comme plus sensé, quelque part, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas d'interaction à distance. Et donc Einstein a tenté de montrer qu'en réalité, la physique quantique était incomplète, et donc avec des amis à lui, c'est l'expérience EPR, enfin c'est l'expérience de pensée EPR, Rosen, je ne me rappelle plus quel est le nom de l'autre physicien, comme ça. Je... Enfin bon, peu importe, Podolsky, EPR, Rosen, ah ben eux c'est Einstein, bien entendu, si je suis bête. Oui. Bon, et donc il essayait de prendre en défaut la physique quantique, et au contraire, Alain Aspect a montré que, eh bien, on ne pouvait pas parler d'incomplétude de la physique quantique, que le scandale est maintenu quelque part, que la physique quantique est complète, enfin tout au moins dans son ordre, et que par conséquent, il faut faire avec. Et comme il faut faire avec, il faut bien trouver quelque chose qui soit en quelque sorte une métathéorie qui permettra un jour ou l'autre de réconcilier les deux ailes de la physique. On sait d'avance que d'une certaine façon, elles sont corrélées, forcément, puisque c'est le même univers, c'est la même nature, et que ces particules qui interagissent selon les lois de la physique quantique se débrouillent tout de même pour finalement s'emboîter dans un univers qui, globalement, répond à l'échelle macroscopique, à l'échelle du cosmos, à celle qu'a prédite en gros Einstein. Puisque la théorie de Lemaître et tout ce qu'elle a donné lieu, tout ce qu'elle a permis comme cosmogonie est sorti de la relativité d'Einstein. Donc les deux ailes de la physique, d'une manière ou d'une autre, doivent bien trouver moyen de s'entendre entre elles. Alors c'est l'espoir d'une physique du tout, comme on dit aujourd'hui, qui réconcilie les deux aspects. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé cela qu'on ne trouvera jamais. Et déjà, des théories très intéressantes, comme la théorie des cordes et des supercordes d'un côté, ou comme la théorie de la gravitation quantique à boucle, dont on a déjà parlé, et c'est précisément de dégager les pistes pour un terrain commun, en quelque sorte, de la relativité. Bon, alors là, ça signifie qu'il faut, par exemple, trouver une quantification, une théorie quantique de la gravitation. Gravitation qui est le cœur, le noyau dur de la relativité. Bon, si on arrivait à quantifier par exemple, hein, ce n'est pas la seule piste, mais à quantifier la gravitation, on aurait moyen de réconcilier en quelque sorte ces deux ailes de la physique. Il semble, je le dis comme ça, un petit peu, c'est du pifomètre philosophique, mais il en faut quelquefois. Sinon, vous voyez, les philosophes sont toujours collés le dos au mur par certains physiciens qui leur disent, vous spéculez et vous ne vous avancez jamais.
Donc, on ne peut pas vous démentir. Bon, et si par contre vous avancez une petite piste par-ci, par-là, en disant, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de chercher un peu de ce côté-là, messieurs les physiciens, messieurs les mathématiciens, ils vous disent, non, mais de quoi je me mêle? Bon, on a toujours tort. Bon, là, il faut résister au positivisme scientifique. Il faut dire, ben voilà, on met les pieds dans le plat, mais on met les pieds dans le plat comme un candide, hein, comme quelqu'un qui, ici, peut se prendre le râteau dans la figure. Bon, et alors, c'est pas bien grave, ce que ça peut faire. On n'est pas là pour bouleverser la physique comme M. Turing essayait de le Bouleverser la faire. science, oui. Voilà, on n'essaie pas de bouleverser la science. On dit, tiens, voilà, est-ce qu'il ne faut pas concevoir des mathématiques telles? Alors, c'est l'histoire des trous de verre. Des trous de verre qui soient une conception, qui donnent de l'espace une certaine conception, qui permettent effectivement de comprendre comment deux objets peuvent interagir à distance de façon instantanée, tout bonnement parce que en réalité, ils passent par des courts-circuits de l'espace. Les trous de verre, ce sont des courts-circuits de l'espace. Auquel cas, le matérialisme retomberait sur ses pattes. La piste que je souligne ici, c'est une piste que la physique, c'est pas moi qui l'invente, c'est une piste que la physique suit effectivement depuis Einstein. C'est la piste qui nous fait comprendre que l'espace, la matière et le temps sont corrélés et donc interagissent, si on peut dire d'une façon très large. Autrement dit, que l'espace n'est pas un cadre neutre, une espèce voilà, une sorte de feuille de papier blanc sur laquelle on écrirait n'importe quoi ensuite. Non, l'espace et le temps sont eux-mêmes fonctions, si l'on peut dire, de non seulement des objets qui s'y trouvent, mais des événements qui s'y déroulent quelque part. Autrement dit, il y a interactivité entre le cadre spatio-temporel et le contenu matériel. Et vraisemblablement, d'ailleurs, si l'on est matérialiste, primat du contenu matériel sur le cadre spatio-temporel, avec évidemment interaction ensuite, puisque, bon, on le sait, si une masse importante est posée, entre guillemets, dans l'espace pour faire image, eh bien, il s'ensuit une sorte de, ce qu'on appellera une déformation de l'espace-temps. Le mot n'est pas très bon, enfin bon, une déformation de l'espace-temps pour se faire comprendre rapidement. Inversement, lorsque l'espace-temps est modifié, du coup, les trajectoires des objets qui se meuvent dans le cadre de cet espace-temps seront modifiées par cet espace-temps lui-même courbé de telle et telle façon, ce qui expliquera la gravitation, par exemple. Donc, du même coup, on peut ici passer peut-être au point suivant, si tu veux, c'est-à-dire le dépassement du dualisme. Le principal danger, et ça Lénine l'avait très bien vu, dès 1908, dans son livre Matérialisme et empiriocriticisme, qui porte principalement sur la crise de la physique à son époque. Il avait bien vu quoi, Lénine? Il avait bien vu que, en gros, si les physiciens de son époque, à commencer par le grand Poincaré, par exemple, pour la France, ou Mach, M-A-C-H, pour les pays d'expression allemande, eh bien donc, si cette physique de l'époque déviait vers l'idéalisme, déviait vers ce courant idéaliste qui est bien oublié aujourd'hui, mais qu'on appelait l'empiriocriticisme à l'époque. C'est principalement parce que sur le terrain ontologique, sur le terrain donc de l'étude de l'être, de l'étude de la réalité elle-même, eh bien cette physique opposait des choses qui ne devaient pas l'être, et en particulier opposait l'énergie et la matière. À l'époque, on découvrait de plus en plus avec effarement que, voilà, il y a des choses aussi bizarres que l'électron, on débordait de la sphère atomique plus classique, et du même coup, par exemple, donc, des objets qui semblaient être sans masse. On croyait à l'époque que l'électron n'avait pas de masse. On s'est aperçu après que c'est plus compliqué que ça, mais enfin, peu importe, puisque il y a eu ensuite, on a découvert ensuite des objets qui n'avaient pas de masse et qui existaient pour autant. Et donc, des objets sans masse, donc c'est des objets qui sont immatériels. Mais c'est uniquement parce qu'on a d'abord assimilé la matière à la masse. Et donc, il faut ici comprendre que les données de la physique contemporaine sont plus complexes que celles de la physique traditionnelle et qu'il ne faut pas opposer la matière et l'énergie. Et il ne faut pas surtout s'imaginer que l'énergie soit immatérielle et que, inversement, la masse soit, si je puis dire, non énergétique. D'ailleurs, Einstein a allié les deux, en fait. Et bien voilà, tu as deviné où je voulais aller, c'est-à-dire donc Einstein va, notamment grâce à la conception qui est la sienne dans le domaine de la relativité
écrire la fameuse équation E égale mc2, et donc comprendre qu'il y a des conversions possibles entre les deux termes, que sont l'énergie d'un côté et la masse de l'autre, qu'on peut donc fluidifier le passage de la masse à l'énergie et de l'énergie à la masse. C'est ça que j'appelle dépasser le dualisme. C'est là que j'appelle effectivement à dialectiser le matérialisme. Si on ne dialectise pas le matérialisme, on se retrouve avec d'un côté une masse non énergétique, donc une sorte de matière conçue comme une pâte molle, sans aucun dynamisme, dépourvue de dynamisme propre. On retombe dans la vieille conception aristotélicienne d'une matière première amorphe. Et inversement, on a une énergie non matérielle, c'est-à-dire qu'on réintroduit le petit Jésus dans le cœur de la matérialité, sur le créationnisme, quelque part. Et alors, à partir de là... C'est pour ça que Poincaré, à qui il ne faut pas réduire à ça, évidemment, mais avait eu cette formule malheureuse en disant que la matière disparaît. Alors, Voilà, oui. Mais c'est une formule qui n'a cessé de rebondir depuis. On la relit 50 fois. On fait toujours comme si les écrits de Lénine n'existaient pas, bien sûr. Et donc, comme si Lénine n'avait pas à l'époque déjà montré qu'en réalité, il faut simplement enrichir le concept de matière. Il ne faut pas réserver. Alors, même aujourd'hui, quelque part, quand on dit on enlève la matière, il reste le vide quantique. C'est dit comme ça. Si l'on veut, d'un point de vue scientifique, cette formule peut être juste. Si par matière on entend les atomes, bon, alors cette formule est juste. On enlève tous les atomes, il reste le vide quantique, par exemple. Bien, mais la matière, à ce moment-là, le vide quantique apparaît comme immatériel du même coup. Et donc là, grand frisson, la matière va sortir du vide quantique, autrement dit, l'être va sortir du néant, et donc le créationnisme va gagner le match, quelque part. Bon, sauf que le vide quantique lui-même est matériel. Voilà, et qu'il faut simplement élargir la notion de. D'ailleurs, c'est ce que montre Michel Cassé dans son livre qui s'appelle Le vide et la création, si je me souviens bien. Michel Cassé, qui est un cosmologiste et un physicien contemporain, et qui a d'ailleurs écrit avec beaucoup de brio, beaucoup de formulations très poétiques et dialectiques. Souvent, quand c'est pas poétique, c'est dialectique et vice-versa, soit dit en passant. La science ne doit pas avoir peur de l'expression poétique. Pensons à Lucrèce. Mais effectivement, donc, du même coup, si on dialectise les deux pôles, par exemple ici, vide-matière, ou antimatière-matière, ou, je ne sais pas moi, matière, espace-temps, etc., du même coup, on évite le grand frisson créationniste, magique, néo-magique, etc., et on a une conception plus riche de la matérialité. Simplement, ici, il faut bien que le mot matière soit précisé soit en son sens philosophique, soit en son sens immédiatement matérialiste et particulariste, si l'on peut dire. Bon, les hadrons, la matière, c'est les hadrons. Si on pense que ce sont les hadrons, effectivement, ben dans le vide quantique, il n'y a pas de hadrons, donc il est immatériel. Oui, mais c'est parce que on joue sur... C'est une amphibologie, on joue sur les mots. Le mot matière est pris dans un sens scientifique précis, relatif à tel état de la matière dans la première formulation, et dans la seconde, il est pris à un autre sens, mais on ne le dit pas. Et on fait comme le présigitateur, c'est-à-dire on cache le truc. Alors qu'on est passé du niveau d'une conception déterminée de la matière à la matière en général, qui est l'objet du philosophe. Et donc là, ici, on s'est planté. Voilà, quelque part. Donc, d'une façon systématique, ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est ça, c'est d'essayer justement de faire en sorte qu'on fluidifie les conceptions matérielles, les conceptions de la matière. Bachelard faisait d'ailleurs déjà très bien. Bachelard lui-même, quelquefois, est très proche du matérialisme dialectique. Bachelard, qui est un grand épistémologue français du XXe siècle. Hein. C'est vrai que même, on voit bien qu'il y a une sorte de résistance philosophique à certains irrationnistes, et dans des traditions de pensée qui nous sont assez lointaines. Moi, je trouvais ça passionnant parce que tu montres à quel point il y a un philosophe chinois, je crois qu'il s'appelait Wang Fuchi, qui attaquait le bouddhisme de son temps sur des bases un peu confucéennes, et en critiquant la notion de vide. Hein. On pense au traité du vide parfait, et lui voulait au contraire remettre un peu de matérialité. Donc on voit bien que toutes ces traditions indiennes ou chinoises ont vu l'affrontement entre matérialistes et idéalistes. Évidemment, ce qui apparaît un peu à la surface et ce qu'on
ce qu'on en retient souvent, ce sont plutôt ces aspects irrationalisants ou mysticisants, et Oui, oui, c'est oui. pas leur rendre justice. Et il y a cette volonté philosophique à l'œuvre, tout simplement. Bon, bah, aujourd'hui, bien sûr, les termes se reposent sur d'autres bases, avec d'autres enjeux, mais Mais oui, effectivement, tout à fait, il s'agit tu as aussi de raison. défendre la matière, et c'est pas parce qu'il y a de la téléportation quantique qu'il n'y a pas une explication rationaliste à ça, en tout cas, hein, il faut Mais effectivement absolument. la chercher. Donc, Absolument. C'est-à-dire que on a on a les précurseurs que l'on se donne quelque part. C'est-à-dire que lorsque Niels Bohr, qui est le père de ce qu'on appelle l'interprétation orthodoxe de Copenhague, hein, de la physique quantique, va chercher effectivement ses références dans la philosophie hindouiste, de tradition hindouiste ou bouddhiste, carrément, et donc dans sa fascination pour le vide, pour le néant, et pour tout ce qui est un peu étrange, etc. Bien, très bien, bon, ce sont ses références. Mais nous-mêmes, nous pouvons aussi, chez les philosophes de tradition indienne ou de tradition chinoise, trouver notre bien. Il y a eu des matérialistes chinois, il y a eu des matérialistes euh, indiens, hein, qui ont combattu violemment, fortement, avec beaucoup d'humour même, un petit peu comme les matérialistes français oui. du XVIIe ou du XVIIIe siècle, les conceptions, passez-moi l'expression, mystico-vaporeuses, hein, Par exemple, je crois dans la Chandogya Upanishad, je l'avais vu parce que je le connais de seconde main par un chercheur est-allemand qui s'appelait Walter Ruben, qui était un hindouiste. Il y a un affrontement entre Yajnavalkya et Udalaka qui porte sur le matérialisme et l'idéalisme. Là, oui, on est oui, dans même ce des. sont typiquement, avec la même mauvaise foi souvent de la part des idéalistes, Mm. qui ont caricaturé grossièrement les matérialistes, hein, en les traitant bon, de gens qui cherchent à tout toucher de leurs mains, qui cherchent, bon, qui n'ont pas d'élévation de pensée, etc. Un petit peu comme dans le sophisme de Platon, lorsqu'il est question des matérialistes et des idéalistes, eh bien, les matérialistes sont caricaturés, quoi. Ce sont les gens qui veulent tout toucher, qui sont incapables de penser sans avoir tout le tact Mm. derrière eux. Bon, Tout à fait. voilà. D'où d'ailleurs le fait même que bah, des gens comme Démocrite, on a tout par fragments, parce qu'il y a il y a une haine littéralement contre ces matérialistes en Antiquité. Heureusement qu'il y a des très belles éditions critiques, comme dit celle de Luria, qui était un soviétique, mais sinon, dès cette époque, en fait, les Oui, oui, matérialistes n'étaient oui, pas oui, vus. bien sûr. Et- Et alors, donc, le dernier point peut-être dans ce livre, c'est sur la question effectivement de l'indéterminisme quantique et donc toute cette philosophie, disons, de la connaissance. Alors, excuse-moi, Heisenberg, Pardon. c'est à peu près la même idée, en gros, comment est-ce que ça se présente? Est-ce que c'est un petit peu lié? Parce qu'on associe un petit peu les deux dans cette. Oui, bah, bon, Heisenberg, alors c'est grand, un grand explorateur, effectivement, donc, très intéressant, bien sûr, de ce qu'on appelle les relations d'incertitude. Hein. Donc, en fait, en gros, on s'aperçoit dans le domaine de la physique de la physique de l'infime, en gros, que bon, ben, quand on veut connaître la position d'une particule, on ne peut pas en même temps connaître sa vitesse ou son mouvement, et que si on ne peut pas avoir les deux à la fois, quoi. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire, Hmm. en l'occurrence. Et donc, il y a des relations d'incertitude telles que si on connaît bien une des deux variables, on ne connaît pas l'autre. Bon, alors tout ça a donné lieu, je passe sur les détails, mais tout ça a donné lieu à toutes sortes de délires agnostiques, c'est-à-dire bon, l'idée que le fond du réel était inconnaissable. Voir le livre de Bernard d'Espagnat, un physicien français contemporain, qui s'appelle Le réel voilé. Le réel est définitivement voilé, on ne saura jamais exactement ce qu'il a dans le coffre, quoi, quelque part. Oui, on pourrait dire, définir comme un héritier d'Heisenberg, alors, d'Espagnol. Voilà, ben c'est ça, c'est ça. Et donc, effectivement, on est dans cette espèce d'interprétation, comment dire, purement pragmatique, finalement, de la mécanique quantique. Elle ne dirait rien sur l'être. Et on retrouve le voile de Maya, hein, pour revenir à ce qui plaît dans Voilà, oui, oui, la philosophie oui, indienne. c'est ça. Ben, c'est le propre de l'agnosticisme où on retrouve la distinction kantienne entre la chose pour nous et la chose en soi. On ne peut connaître que la chose pour nous. Mm. Et donc, au fond, c'est l'observateur, va-t-on nous dire à ce moment-là, Il qui devient Dieu, hein, littéralement. l'esprit humain, ou bon, peut-être Dieu, mais en tout cas l'esprit humain pour commencer. Mais bon, c'est déjà pas si mal pour
l'idéalisme contemporain a un peu renoncé à Dieu quelque part, hein. Ça fait un peu lourdeau là, de mettre Dieu partout, comme c'était le cas encore jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et au Là, Petit maintenant, Jésus, on oui. se contente de l'esprit humain, quelque part. Mais enfin, c'est l'esprit, c'est déjà pas si mal, et donc l'idéalisme a son gris-gris, quoi, en quelque sorte. Ouais. Bon, et donc, à partir de là, c'est finalement l'homme, à travers son esprit, puisque c'est lui qui fait l'expérience, qui va définir la réalité, qui va faire apparaître la réalité. Et on va même aller jusqu'à nous dire que les particules n'existent pas tant qu'on ne les observe pas. Mm. Ou qu'en tout cas, elles n'ont leur comportement, leur qualité, etc., que lorsqu'on les observe, parce qu'elles sont mises en lumière par l'observateur et qui leur communique en quelque sorte sa propre réalité. C'est la philosophie du brave évêque Berkeley, en fait, hein, on revient. On n'est pas loin de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle l'immatérialisme, c'est-à-dire l'idée que les choses ne sont que ce qu'on perçoit. L'être Berkeley, donc philosophe du XVIIIe siècle, qui combattait le matérialisme et pour des raisons quasi professionnelles, puisqu'il était lui-même évêque anglican. Donc, en quelque sorte, très matériellement, si j'ose dire, il défendait son gagne-pain en disant que le pain n'existe pas. Eh bien, donc, Berkeley nous disait que être, c'est percevoir ou être perçu. Et donc, c'est cette conception immatérialiste que certains essaient de faire ressurgir dans leur interprétation de la mécanique quantique. Ce qui est quand même un comble, parce que ça veut dire qu'au fond, l'une des sciences qui explore le mieux le réel, la réalité, finalement nous amènerait à une espèce de mystère permanent, de culte du mystère, etc. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit d'abord qu'il existe de plus en plus ce que nous avons mentionné de notre côté, hein, bon, une interprétation ontologique de la mécanique quantique, et que même ces choses assez mystérieuses qu'elle nous dévoile ont une signification ontologique et pas simplement une signification pour nous, noséologique ou pragmatique, qui nous permet simplement de deviner comment la matière va réagir sans savoir jamais pourquoi. Bon, donc, l'interprétation ontologique de la mécanique quantique avance. Autre chose est de savoir si c'est une interprétation ontologique dialectique ou pas, mais en tout cas, bon, je constate que c'est déjà une avancée. Et d'un autre côté, effectivement, on voit que cette interprétation agnostique, idéaliste, immatérialiste de la mécanique quantique repose aussi sur un certain nombre de confusions dialectiques, de confusions, je veux dire, des confusions adialectiques, non dialectiques, plus exactement. Parce qu'on fait comme si les particules existaient indépendamment des actions qu'elles ont sur leur environnement. Et après, bon, on dit, voilà, bien sûr, dans une expérience, il y a eu une interaction, et donc la particule est fonction de l'interaction qu'on vient de lui infliger par l'intermédiaire de l'expérience. Mais de toute façon, les particules n'existent pas en soi. C'est cette notion même d'opposition entre le pour soi et l'en soi qui doit être critiquée, parce que qu'est-ce que c'est que l'en soi des particules? Les particules, comme n'importe quelle réalité, n'existent qu'en interagissant. Imagine, je fais une expérience de pensée très simple, qui est une expérience de pensée philosophique. Imaginons un objet dans l'univers qui n'interagit avec rien et qui ne peut même pas interagir avec quelque chose. Bon, et je dis, quelle est la différence entre un tel objet et quelque chose qui n'existe pas? Qu'est-ce qu'on entend par exister? Sinon, le fait de pouvoir agir, de pouvoir subir, de pouvoir agir sur autre chose. Et Vous avez bien vu Platon hein, dans le sophiste. Et oui, bien sûr. Et c'est ce que dit déjà Engels. On connaît tout d'une chose quand on connaît ses actions et ses interactions. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a que ses actions et ses interactions. Et donc les particules, de toute façon, même quand on ne les regarde pas, qui peut douter sérieusement qu'elles n'interagissent de telle ou telle façon. Donc, en réalité, ici, il faut tout simplement abandonner une conception de l'être qui le séparerait de l'interaction. Oui, c'est pas simplement critiquer le pour soi, c'est critiquer aussi l'en soi. Voilà, et il faut critiquer. Si on veut dialectiser le rapport entre le pour soi et l'en soi, autrement dit, si on veut comprendre comment l'étude du pour soi, c'est-à-dire les phénomènes, ce qui apparaît dans les expériences, peut nous révéler ce que sont les choses en elles-mêmes, il faut aussi que l'on comprenne que les choses en elles-mêmes sont interactions, sont interactives.
Et par conséquent, je le dis aussi pour les marxistes qui me disent de temps en temps, mais la gnoséologie nous suffit, on n'a pas besoin de l'ontologie. Je leur dis, mais non, vous avez besoin d'une ontologie, parce que si vous n'avez pas d'ontologie de l'interaction, et donc une ontologie dialectique, une ontologie de l'interaction, c'est une ontologie dialectique, vous ne pouvez pas non plus dialectiser le rapport entre l'en-soi et le pour-soi, et donc vous êtes captif, au final, d'une conception kantienne de la réalité, d'une conception phénoméniste de la réalité, pire que kantienne, donc berkeléiste. Vous arriverez tôt ou tard à l'idée que eh bien, la matière n'existe pas, ou qu'elle n'est qu'une projection de l'esprit, et que tout est illusion, et ainsi de suite. Et donc vous serez totalement, vous deviendrez bouddhiste. Voilà, vous deviendrez bouddhiste. Alors, j'ai du respect pour le bouddhisme, c'est intéressant, hein, c'est une religion subtile qui a vraiment des côtés excitants. Et puis, il faut dire aussi révolutionnaire, hein, dans le cadre Voilà. au système des castes, il y a eu un rôle révolutionnaire bien, du bouddhisme en Inde. Hein. Voilà, toi qui connais bien, effectivement, cette histoire de l'Inde et de la religion en Inde, effectivement, le bouddhisme a eu ce côté. Il a été expulsé d'ailleurs. Hein, mais voilà. Il a subi une défaite sur son propre terrain. Il n'y a pas tellement de bouddhistes en Inde. Il a dû s'exporter ailleurs parce qu'il s'est heurté au système des castes. Bon, donc, honneur au bouddhisme, hein, il faut toujours se souvenir de deux phrases que je mets en parallèle. Le grand matérialiste Engels, hein, qui nous dit donc que, effectivement, à chaque révolution de la conception le matérialisme doit changer de forme chaque fois que la science elle-même change de forme. Et la formulation de Leibniz qui nous dit « je ne méprise presque rien ». Je ne méprise presque rien, donc il faut aussi, quand quelque chose comme le bouddhisme prend sur toutes sortes de territoires et développe toutes sortes de conceptions, il faut respecter ça. Mais on peut quand même espérer que fin du matérialisme ne soit pas de retomber sur l'idée que pour finir, le néant a le dernier mot, quoi. Le néant, en quelque sorte, notre point d'appui, c'est de rejeter sur chaque plan ce que j'appelle le magisme, le créationnisme et le traité du non-être, hein, de Gorgias. Le traité du non-être qui nous dit « il n'y a rien », première partie. Je démontre ça. Deuxième partie, s'il y a quelque chose, on ne peut pas le savoir. Et troisième chose, si on ne peut pas le savoir, si on peut le savoir, on ne peut pas le dire. Bon, et ben voilà, pour finir. Donc le dernier mot de la science, c'est qu'il n'y a rien à connaître, qu'on ne peut pas savoir si on a raison et que de toute façon, on ne peut pas le dire. Donc autant rester à la maison et se tirer une balle. Et donc, surtout à notre époque, il faut être très, très critique à l'égard de tout ça, parce que derrière ce nihilisme de la connaissance, on voit pointer le groin, lui, beaucoup moins subtil, de l'exterminisme, qui nous dit que, rien n'a de sens, que tout est foutu pour l'homme d'avance, l'effondrisme, hein, qu'on cultive beaucoup en ce moment, le déclinisme sous toutes ses formes. Par conséquent, pourquoi agir, puisque le néant aura le dernier mot, et donc... après tout, si quelqu'un appuie sur un bouton et détruit la Terre, eh ben, à la limite, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Il ne fait que tirer les conclusions du fait que rien n'a de sens et que d'ailleurs rien n'existe et que par conséquent, tuer tout le monde ou laisser vivre tout le monde, c'est la même chose. Alors autant tuer, ça ira plus vite. Et puis surtout, ça a comme conséquence de pas forcément de laisser quelqu'un appuyer sur le bouton, mais de toute façon de laisser les rapports sociaux être ce qu'ils sont et développés par cet être automate qui est la reproduction du capital, en fait, tout simplement. Non, mais bien entendu. Mais bon, évidemment, en réalité, derrière l'immatérialisme, il y a le matérialisme grossier du tiroir-caisse, du profit maximal. Mais il faut enlever ces faux nez. C'est le rôle de la philosophie pour que les prolétaires puissent combattre l'ennemi réel sans être amenés à se battre sans arrêt contre des fantômes que dresse l'idéologie dominante. Finalement, il y a aussi, on parle beaucoup de la lutte contre l'idéalisme, mais il faut aussi parler de la lutte contre le matérialisme vulgaire que portent certains positivistes. Je pense par exemple à toutes ces théories qu'on voit revenir sur le QI. Il y a des gens à très fort QI qui doivent diriger les autres parce que de toute façon, ils ont fait les tests de telle manière que, effectivement, c'est comme ça, et puis ça ne change pas, votre QI n'évolue pas. Donc, alors, les gens qui se sclérosent mentalement, ça n'existe pas, ça ne peut même pas se calculer, ça ne pourrait même pas s'observer. Oui. Ben, on a effectivement cette espèce de jeu de l'immatérialisme subtil
qui ramène derrière un matérialisme grossier, Ouais, un ah, voilà, matérialisme vulgaire. Hein. Voilà, pour finir, il n'y a pas d'argent pour payer les retraites, quoi. Voilà, ça aboutit toujours à ce genre de choses, pour finir. Ce matériel, c'est très peu dialectique, c'est un sou est un sou, hein, comme disait Poujade. Ce qui est clair, c'est que d'un certain côté, l'immatérialisme dans le domaine de la pensée se heurte au fait que les pensées elles-mêmes fonctionnent de façon matérielle et de façon donc compensatoire. Donc, en réalité, dans le domaine, dans le champ des idéologies, on s'aperçoit que les idéologies réactionnaires fonctionnent toujours un peu en couple. Et que donc, bon, d'un côté, vous avez cet excès de subtilité, subtilisation au sens d'un voleur qui subtilise les choses, d'un escamoteur, de l'immatérialisme le plus raffiné, hein, qui va donc aller chercher au maximum des arguments dans le domaine de la physique, et j'appelle donc les physiciens ici à réagir à tout ça, puisqu'on les exploite pour aller dans un sens qui n'est certainement pas celui qu'ils souhaitent, et compensatoirement, évidemment, le matérialisme grossier, qui, un peu comme en psychanalyse, hein, c'est le retour du refoulé, dirait Freud, apparaît dans l'autre côté du champ et qui lui arrive et dit il n'y a pas d'argent pour payer les retraites, il n'y a pas d'argent pour payer les indemnités chômage, il n'y a pas d'argent magique. Voilà. Puis d'un autre côté, vous avez le magisme le plus... Les deux fonctionnent en couple, ça marche ensemble. Et donc, il faut... qui donne surtout cette idée non évolutive de l'être humain, c'est-à-dire que les choses sont ainsi, on ne pourrait pas les changer. On retrouve aussi tout cette... le changer la vie de Rimbaud, c'est pas possible en fait. Hein, parce que, voilà. alors qu'en fait, la vie change tout le temps. Bon, bah oui, changer la vie, c'est dire ce qui se passe. C'est pas simplement un vœu, c'est pas simplement. Il faut que la vie change, mais la vie change de toute façon. Donc la seule question est de savoir si elle change pour le mieux ou pour le pire, et notamment à l'avantage de quelle classe, par exemple. Exactement, je crois que Brecht avait une belle formule, il disait changer le monde, puis changer le monde changé. Voilà, exactement, bien sûr. C'est ici sans fin, et c'est dans ce courant de changement qu'effectivement il peut y avoir précisément une fonction poétique de la politique. Bravo, bah écoute, superbe. Je crois peut-être on va terminer là parce que c'est à peu près le temps qu'on prend habituellement. Mais c'est sûr qu'on ne va cesser d'aborder la question de la dialectique de la nature. Pour la prochaine fois, qu'est-ce qu'on aborde? La question de la chimie, les questions de la biologie. Enfin, qu'est-ce qu'on peut... Alors, bon, comme tu le souhaites, pourquoi pas la chimie, effectivement. Vive la chimie. J'ajoute simplement ici une chose, c'est qu'on pourrait, quand on regarde ce livre, je me dis aussi, bon, en le relisant, qu'il est quelque part trop ambitieux. C'est-à-dire, bon, j'aborde beaucoup de choses, effectivement, et on peut se dire, bon, voilà, il est polymathe, il s'imagine qu'il peut traiter de tout comme ça. Alors, la première des choses, c'est qu'on peut quand même se rendre compte que j'ai essayé de faire du boulot. Il y a du boulot derrière tout ça. Tu fais de l'épistémologie, hein. C'est pas, tu prétends pas te substituer au travail de la physique. Hein. J'essaie de me tenir au l'épistémologie. degré. Voilà, c'est ça, de faire le travail réflexif du philosophe, hein, qu'ont fait tous les philosophes, pour le meilleur et pour le pire, en se plantant, etc. Mais en affrontant aussi la possibilité de l'erreur et en appelant donc, aux rectifications si c'est nécessaire. J'essaie tout de même aussi à chaque fois, bien sûr, de fonder ce que je dis, puisque chaque fois que j'aborde vraiment le terrain scientifique proprement dit, je multiplie les citations et j'essaie de voir comment les scientifiques se répondent les uns aux autres. Donc, je m'appuie sans arrêt sur leur propre formulation. Et donc, dans le domaine de toutes ces sciences, d'une façon ou d'une autre, j'ai aussi tenté, bien sûr, de faire vérifier un petit peu ce que je disais pour qu'il n'y ait pas trop de sornettes, quoi. Maintenant, il y en a peut-être, parce que de toute façon, comme les sciences évoluent sans arrêt, il peut y avoir dans le détail des choses qui sont... Même, je vois, entre la première édition de ton livre et la deuxième, il y a beaucoup de choses que tu as rajoutées, j'allais dire, même dans les... Oui, ou que j'ai On était, il y a quoi? Il n'y a même pas 3-4 ans entre la première et la deuxième édition. Donc, oui, bah, je l'ai entièrement relu entre-temps. Bon, alors il y a encore des choses qui auraient dû peut-être être rectifiées. Je me rends compte tout de même que bon, j'aurais pu condenser davantage, que je me laisse quelquefois entraîner, notamment dans les notes, des développements peut-être qui mériteraient d'être traités à part, donc de donner lieu à un article. Mais bon. C'est bien, c'est des excursus, hein, c'est des chemins qui s'ouvrent. Je ne peux pas m'empêcher d'aller vers le troisième degré, quelque part, parce que c'est la négation de la négation, et qu'une pensée dialectique n'est jamais achevée, quelque part.
Mais bon, l'essentiel, c'est d'essayer de mettre les lecteurs dans le mouvement de ce que j'essaie de faire. Et après, évidemment, ils peuvent aller plus loin, y compris pourquoi pas rectifier telle ou telle formulation. Ce que je voudrais dire, c'est que de la part des scientifiques, ça ne serait pas sport, ça ne serait pas, si je puis dire, fair play, que de me reprocher telle ou telle formulation de détail qui ne serait pas juste. Ou qui Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Hein. serait devenu injuste ou non conforme à l'état du développement scientifique. J'essaie de voir un petit peu les choses du point de vue du mouvement d'ensemble. Et donc, dans ce mouvement d'ensemble, il peut y avoir des détails qui changent. Mais... D'ailleurs, on peut imaginer tout à fait de discuter avec des scientifiques. Hein, quand je fais des projections, et quand je dis peut-être qu'on pourrait aller dans telle direction, par exemple, donc pour comprendre la téléportation quantique en relation avec les trous de verre, et je pense l'avoir fait d'ailleurs avant qu'on aille dans cette direction-là, notamment pour les trous de verre possibles entre trous noirs. Il était question... parce que ça c'est une suggestion qui t'est propre, hein, ça c'est sûr. Oui, bon, mais je le dis. Sur le mode de l'hypothèse, oui. Je dis, bon, voilà, c'est peut-être une hypothèse, maintenant, elle vaut peut-être pas tripette. Je suis incapable de la tester, bien sûr. De toute façon, les philosophes ont fait ce genre de choses. Et ils ont eu raison. Bon, lorsque Lucrèce, pour de simples raisons, disons, de logique matérialiste, suppose qu'il y a une évolution des espèces, suppose qu'à tel ou tel moment, le vivant a bien dû apparaître à partir des atomes qui ne sont pas vivants. Et qu'une fois que les vivants sont là, ils vont se livrer une sorte de guerre, parce qu'il faut bouffer. Et par conséquent, il va y avoir les plus armés qui vont survivre et les autres qui vont disparaître. Bon, c'est une hypothèse entièrement matérialiste qui, à l'époque, n'avait pas le moindre début de commencement, d'esquisse, d'ébauche, de preuves. Oui, il avait vu juste. Oui. Il avait vu juste. Bon, lorsque Marx et Engels disent les hommes commencent à se distinguer des animaux, que lorsqu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence, pas en avant qui est la conséquence de leur complexion corporelle. Ils ont vu juste globalement, ils ont désigné le mouvement d'ensemble. Ils ne savaient pas dans le détail si les australopithèques avaient existé avant les Homo habilis, etc. Tout ça toutes ces notions-là. D'ailleurs, ça change encore beaucoup aujourd'hui, hein, ça va très vite. Hein, Bien entendu, mais n'empêche qu'il faut bien passer de A à B. Alors, on sait que d'une façon ou d'une autre, pour aller de A à B, il faudra passer par les positions intermédiaires. Et donc, il faudra trouver des étapes, des seuils qualitatifs, tout ce qu'on voudra, mais qui, pour finir, reconstitueront le trajet réellement effectué. Ce trajet réellement effectué, n'étant pas magique, a dû bien rebondir de telle et telle façon. Alors évidemment, il y a peut-être plusieurs trajets possibles, c'est pour ça qu'il y a plusieurs hypothèses scientifiques. Le possible ayant sa propre réalité. Il y a une réalité du possible. Tout à fait. Et une légitimité de l'hypothèse, oui, tout à fait. Et puis d'autant plus que il y a ce qu'on ne peut pas tester, ça demande aussi un développement de l'appareillage pour tester dont on a déjà parlé, hein, effectivement. Et sans doute, beaucoup de physiciens ne peuvent pas les tester eux-mêmes, mais peut-être. On l'a vu à propos de Popper, qui durcit à l'excès la distinction juste en elle-même entre théorie métaphysique et théorie scientifique. Sauf que, dans des conditions données, des théories qui sont purement métaphysiques, et dont on nous dit, du coup, on ne pourra jamais savoir si l'univers est fini ou infini, etc. Ces choses-là qui ne sont pas testables dans des conditions données le deviennent à d'autres moments parce que les théories mathématiques, d'une part, les appareillages scientifiques, d'autre part, ont progressé. C'est ça. C'est pour ça que la notion d'hypothèse, elle est justifiée et dans le champ philosophique qu'elle tient, épistémologique, mais aussi dans le domaine scientifique, hein, tout simplement. Même une hypothèse non testable à l'instant T. Oui, si on sait qu'elle est non testable, à l'instant T, tout est là. Hein, c'est le second degré, là encore, qui fait la distinction. Si quelqu'un s'imagine que son hypothèse purement spéculative, à un moment donné, est testable, il se trompe. Bon. Si par contre, quelqu'un dit cette hypothèse qui est non testable le sera à tout jamais, il y a des chances qu'il se trompe aussi. Sauf le cas très particulier de ce que j'ai appelé les hypothèses basiliques, qui sont constitutivement construites pour ne pas être testées. Alors là, c'est autre chose, il faut les démasquer aussi. Et on s'apercevrait que pour la plupart du temps, les hypothèses de type magique ou religieux sont de ce type. Et donc là... il y a des contradictions dans les termes, en fait. Ce que dit Popper nous est fort utile.
exact. Un bon usage dialectique de Popper, oui, exactement. Ben, bien sûr, Popper, il n'est pas bête, c'est intéressant, très intéressant. Mhm. Ben, parfait. Bon, ben alors on va prendre congé de nos éditeurs et leur dire à la prochaine fois, on abordera les questions de chimie. Enfin, tu aborderas surtout, parce que moi je l'écouterai en tout cas. Mais merci de votre attention et puis ben, à la prochaine fois.